Ce film n'est pas un documentaire prétendant à la neutralité. Il veut dire une opinion, il veut dire une indignation. Il dénonce cette grande régularité dans l'histoire des hommes qui a fait des Juifs les boucs émissaires des malheurs du monde. Depuis 50 ans, la démonisation du Juif a muté. Israël semble être l'épicentre d'une passion planétaire. Israël n'est pas un État au-dessus de la critique, mais la volonté de l'accabler, de présenter ses soldats comme des violeurs ou des tueurs d'enfants, règle d'autres comptes, dit autre chose que la contestation d'une politique. En le présentant comme malfaisant par nature, s'affirme la volonté de délégitimer cet État, non pas pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il est. Cet acharnement, cette diffamation est une énigme dans l'histoire. Ce film tente de la questionner. Camus a une très belle distinction qu'il fait entre le drame et la tragédie. Et il dit le drame, en littérature, c'est quand on identifie très rapidement les bons et les méchants. La tragédie, c'est quand Antigone a raison et que Créon n'a pas tort. Eh bien, je pense, enfin pour moi, le conflit israélo-arabe, c'est une tragédie, c'est un drame. Il y a un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour détruire et un temps pour bâtir, un temps pour aimer et un temps pour haïr. Quand Yitzhak Rabin cite l'Ecclésiaste ce 13 septembre 1993 à Washington, nous pensions que le temps de la paix était enfin venu. Nous pensions que cette poignée de main entre Yasser Arafat et Yitzhak Rabin allait mettre fin à la guerre de 50 ans. Cet espoir, ici, en France, nous l'avions partagé. Nous, les auteurs de ce film. D'où parlons-nous, comme on dit, sinon de ce lieu amer de l'espoir brisé? Le mercredi 27 mars 2002, c'est le soir du Seder de Pessah, qui rappelle aux Juifs leur libération quand ils étaient esclaves dans l'Égypte de Pharaon. Cette fête symbolise l'espérance de la liberté et en rappelle la dimension universelle. Une bombe humaine, un homme palestinien, explose au milieu des convives. Il y a 30 morts et 140 blessés. Que visait le tueur? Luttait-il pour l'indépendance de la Palestine? Que voulait-il détruire? Tourné par des Palestiniens avec des vidéos amateurs. L'histoire officielle date du 28 septembre 2000, le début de la seconde intifada, avec la visite d'Ariel Sharon sur l'esplanade des mosquées. Cette histoire ne dit pas la vérité. Elle a construit un récit qui veut qu'Israël soit le responsable et le coupable. Nous sommes consternés et très préoccupés par cette flambée de violence. À l'origine, jeudi dernier, une provocation irresponsable sur le lieu saint de l'esplanade des mosquées. À la veille de la visite de Sharon sur l'esplanade des mosquées, qui était annoncée depuis une semaine dans la presse,
il y a eu une rencontre entre Arafat et Ehud Barak. Et je peux vous dire sans aucune, je ne suis pas une révélation, que Barak a dit à Arafat, entre quatre yeux, oui, Sharon va venir sur l'esplanade demain. Et Arafat n'a fait aucun commentaire. Et pour cause, on voit bien de quoi il s'agissait. Ehud Barak venait d'accepter ce qui apparaissait encore aux yeux de tous comme inacceptable pour un Israélien, c'est-à-dire le partage définitif de Jérusalem, l'existence de deux capitales pour une même ville. Et il avait employé même le mot Al-Quds, la sainte, le mot arabe pour définir Jérusalem. C'était beaucoup. I sat down with him for some 45 minutes alone in my balcony and tried to really see whether we can convince him that an angel will not descend from heaven to solve the problem for us. Maybe religious people on both sides can believe that somehow the angels will do it, but I have a strong conviction that we have to help the Almighty if something good has to happen. And somehow I could not find him there. So I didn't know that he will kind of erupt in violence immediately, but there were certain hints and certain intelligence material pointing to the possibility that he will kind of turn to terror and violence. Dans certains camps de cette bande de Gaza, pendant qu'à Camp David, c'est de la paix dont il est officiellement question, l'autorité palestinienne prépare ses enfants à la guerre. Ici, les plus jeunes ont 10 ans, les plus vieux 16 ou 17 ans. Ces camps d'été durent 3 semaines et ont réuni plus de 20 000 enfants en Cisjordanie et à Gaza. Ils crient à la libération de Jérusalem. La Kalachnikov, l'emblème des luttes anciennes, est devenue objet d'exercice. La Kalachnikov est presque aussi grande qu'elle, mais aussi beaucoup plus résistante, trop lourde pour ses mains d'enfant. L'histoire n'a pas encore fini de tourner la page des combattants fédayines. C'était à l'époque d'une autre révolution qui n'est pas encore tout à fait achevée. En ces temps de négociation de paix, ce genre d'exercice paramilitaire pourrait prêter à confusion. Mais n'oublions pas qu'ici, en cas d'échec des négociations de Camp David, c'est la violence qui pourrait bien reprendre le dessus. Confronté à la violence depuis ses origines, Israël a fait du terrorisme un objet d'étude universitaire. À Herzliya, Boaz Ganor dirige un centre de recherche sur le terrorisme. De l'intifada al-Aqsa. Depuis de nombreux mois déjà, Yasser Arafat et le Fatah, par les souterrains de Rafah, au sud de la bande de Gaza, avaient fait pénétrer tout un certain nombre d'armes dont ils allaient se servir. Deuxièmement, la préparation de cette guerre qui allait être déclenchée le 29 septembre, on le voit aussi avec la libération des premiers prisonniers de Hamas et de Djihad islamique, qui, contrairement à ce que l'on croit, n'a pas eu lieu pour la première fois après le déclenchement de la guerre, mais tout de suite après le sommet de Camp David. Pour montrer sa détermination, l'autorité palestinienne a immédiatement relâché des prisonniers du Hamas détenus dans les geôles palestiniennes. Ces derniers sont à l'origine des attentats contre Israël depuis 1993. L'intifada n'a rien de spontané. Il y a même eu, bien sûr, contact entre les députés arabes israéliens les plus proches de l'OLP et celle-ci pour qu'ils accompagnent le mouvement de manifestations qui, elles aussi, avaient été préparées avec un certain soin. Un ministre palestinien l'a dit à Beyrouth, en se vantant un peu devant ses amis du Hezbollah, l'intifada a été préparée de longue main. Pourquoi n'a-t-on pas vu ces images sur les écrans des télévisions françaises? Pourquoi ce croc-en-jambe à l'histoire officielle a-t-il été dissimulé? Pourquoi fallait-il faire à ce point de la visite de Sharon sur l'esplanade des mosquées l'unique cause du déclenchement des violences?
Clément Veil-Rénal, journaliste à France 3, brise le silence des complicités. C'est l'un des mécanismes de base de la désinformation, l'omission. On n'en parle pas, on enterre tout, on n'a rien vu, on n'a rien entendu. Cette thèse qui met en pièces la thèse défendue depuis plusieurs mois par l'agence France-Presse, selon laquelle ce sera Ariel Sharon, eh bien, l'agence France-Presse va la passer totalement sous silence.